Et bonjour! Alors, nous voici dans un tout nouveau vlog livresque. Vendredi matin, classique. Post-course, pré-boulot. Je suis un peu fuzzy, mais c'est juste post-course, là, parce que genre, je suis revenue de dehors, puis ça fait du bien, mais je suis comme un peu encore, on dirait, empâtée. Mais bon, faites pas attention. Alors, on commence le tout avec ma première lecture en cours que j'ai commencé hier. Mais je pensais pouvoir vous en parler, mais finalement, je savais que j'allais potentiellement la commencer, terminer dans ce vlog-ci. Donc, je continue encore mon effort de Cold Winter Challenge et j'y vais enfin me lancer dans le fameux tome 1 de la série Wayfarer de Becky Chambers, The Long Way to a Small Angry Planet. Donc, c'est le premier tome d'une série. Je pense que c'est. Maintenant, ils sont rendus à 6 tomes, mais je crois que c'est 2 cycles. Donc, j'ai vu une trilogie, en tout cas, potentiellement. Et j'ai commencé, je l'ai finalement pris en livre audio. Et il devait y avoir quelqu'un qui était là, je sais pas, une espèce de chance qui planait pour moi quelque part dans l'univers. Parce que j'ai attendu vraiment gros. Vous saviez, je vous disais, je sais pas si je vais l'acheter parce que dans le fond, je l'ai déjà en papier et tout. Puis finalement, il est arrivé que il y a eu une vente. Parce qu'en fait, je voulais aussi sortir des plateformes. Je fais ménage dans mes plateformes. Puis j'ai enlevé la plateforme d'écoute audio Audible parce que bon, on essaie de. Je vais essayer aussi de faire ma part pour enlever un peu de profit au grand A. Et de toute façon, c'était rendu quelque chose d'un peu que j'utilisais plus tant que ça. Donc, mais malheureusement, le Becky Chambers, il était potentiellement presque juste sur Audible. Donc, j'essayais de trouver d'autres possibilités. Puis, il y a eu une vente éclair. Je ne sais pas d'où ça vient, mais sur Kobo, j'ai déjà une Kobo et tout ça. Donc, c'était vraiment pas cher. Puis, c'était vraiment le livre audio. Puis, c'était le même. Fait que j'étais comme, yes, c'est un signe! Alors, je l'ai acheté, je l'ai commencé. Jusqu'à maintenant, la narratrice est super. Jusqu'à maintenant, c'est une atmosphère dans laquelle je suis rentrée sans. Comme si je rencontrais un vieil ami. Là, donc, c'est quelque chose. C'est un roman qui débute alors qu'on est déjà en cours. Ça met en scène une personne qui s'appelle Rosemary Harper, qui, dès le départ, on comprend, essaie de changer de vie. On sent qu'il y a eu un petit quelque chose. Elle a pris des ententes pour essayer de faire en sorte que son ancienne identité soit plus liée à quoi que ce soit. Et on est dans un monde où ça fait hyper longtemps qu'il y a des colonies sur Mars. Il y a des gens qui fonctionnent aussi qui ont toujours vécu sur des vaisseaux. On est vraiment un petit peu plus dans un univers intergalactique bien installé. Il y a eu aussi des nouvelles espèces qui se sont faites tranquillement. Dans le fond, il y a eu les premières personnes qui sont parties, les gens qui sont partis de la Terre dans un grand exode, puis par après, éventuellement, il y en a qui sont restés longtemps sur des vaisseaux, d'autres sont allés sur Mars, puis avec tout ça, ça finit par créer une nouvelle race, en fait, d'humains qui était mieux adaptée, finalement, au contexte. Donc, on est vraiment dans une race d'humains qui est très métissée, et tout ça. Donc, bref, ça, c'est pour vous donner un petit peu le contexte. Et Rosemary Harper, elle vient d'une colonie sur Mars. Elle fait partie un peu plus des humains qui sont restés avec l'ancienne un peu configuration génétique parce que, bon, elle a toujours resté sur une colonie sur Mars. Et on voit qu'elle va finir par se joindre à l'équipage d'un bateau, pas d'un bateau, mais d'un vaisseau qui s'occupe de créer des wormholes, des trous intergalactiques, des passages intergalactiques, je sais pas trop comment dire ça, pour permettre justement les voyages comme il faut à travers les galaxies pour l'époque. Et c'est une espèce d'équipage un peu éclectique avec toutes sortes de personnalités, de toutes sortes de races et toutes sortes de bagages. On le sent, c'est pas dit, mais on le sent. Puis elle arrive là sous, comme je vous disais, une espèce d'identité d'emprunt, où en fait c'est son identité, mais il y a comme une partie de son passé qui a été comme effacée. On sait pas pourquoi. Elle arrive là un peu en dernier recours. On sent qu'elle est un peu aux abois. Et là, dans le fond, on plonge directement dans l'ambiance d'arriver dans un équipage, dans un espace restreint, avec tout ce qu'il y a de relations interpersonnelles, petites guéguerres. Puis de ce qui est indiqué sur la quatrième de couverture, ça dit aussi que dans le fond, elle serait peut-être pas la seule à avoir des secrets. La plume de Becky Chambers est toujours juste parfaitement balancée. J'ai fait confiance pour le rythme auquel on va découvrir justement les personnages, l'univers. On commence déjà à en découvrir un petit peu, mais on sent qu'elle va prendre son temps, mais on ne se sent pas abandonné comme lecteur non plus. On a assez d'indices pour faire rouler un peu les choses. Donc, pour le moment, je m'y plais bien. Alors, voilà pour la lecture. Puis, j'ai quand même vous montrer que ça a donné que j'avais un signet qui avait été fourni par justement onceuponabook.fr. Je vais cacher ma face. Once Upon a Book. Et je trouvais que celui-ci, quand même, était très adéquat parce que surtout qu'à l'arrière, on a ici un paysage qui était presque
presque similaire à la couverture. Donc, c'est rare que je fais ça comme match, mais là, ça a donné que je l'avais, donc pourquoi pas. Alors ça, c'est ma lecture en cours. Et c'est quand même la dernière semaine du Cold Winter Challenge. En fait, je devrais finir le contenu du vlog exactement au moment où le mois de janvier se termine et où le Cold Winter Challenge est censé se terminer. Et d'ici là, je devrais avoir lu le Becky Chambers, ainsi que Les Mémoires de la forêt, le dernier tome. Et celui-là, je vais le lire en papier. Et mon fameux tome de remplacement pour la fameuse catégorie dont j'arrivais pas à trouver de remplacement pour Voyage of the Frost Art parce que je n'étais pas dans le mood de lire vraiment une autre épopée de fantasy un peu jeunesse qui ressemblait un petit peu à mon avis avec les bases à la croisée des mondes. Donc j'ai remplacé ça par ici le roman graphique le plus récent de Vera Brosgol. Donc c'est Plain Jane and the Mermaid. En français c'est Jane face à la sirène. Et dans le fond, le mot-clé auquel je m'accrochais finalement, c'était être magique. Bon, on considère que sirène, c'est peut-être plus être mythique, mais bon, je vais considérer que ça fonctionne. Alors c'est ce que j'ai à lire. Mais entre-temps, juste pour rajouter le défi, j'ai reçu un message de ma nouvelle bibliothèque qui me disait que, dans le fond, mes prêts emprunts arrivaient à échéance. Mais ça, habituellement, on peut se faire renouveler, mais il y en a un que je peux pas parce qu'il est réservé. Ça me surprend pas. Et c'est celui-ci. Donc, c'est Ginseng Roots de Craig Thompson. Et c'est une bonne brique de roman graphique. Puis j'aurais envie de le lire, puis j'ai jusqu'à demain pour le rapporter. Donc là, aujourd'hui, je travaille. Je pense que je vais commencer peut-être un peu si j'ai le temps, mais là, je suis un petit peu plus dans les derniers préparatifs pour partir. Peut-être que je vais essayer de le lire pendant ma pause repas, puis au pire aller, je ferai peut-être un blitz demain après-midi avant de le rapporter, parce que ce serait dommage, je l'avais demandé, c'était mon tour pour la réservation, puis ce serait dommage de le laisser rouler alors que techniquement, c'est un roman graphique. C'est un giga roman graphique de 446 pages, assez chargé, mais bon, je vais essayer, j'embarque tant mieux, j'embarque pas, on verra. Alors voilà, c'était le plan pour la semaine, quand même un plan assez ambitieux. Alors voilà, sans plus tarder, ben, on lance le tout. Et bonjour. Alors, nous sommes samedi, en après-midi. J'émerge tout juste d'une migraine atroce. Alors, j'ai quand même réussi à lire mon fameux livre, mais je viens juste de le terminer. Puis, en fait, là, l'après-midi termine. L'après-midi tire à sa fin. Puis, je vais devoir faire un petit blitz pour aller porter le livre à la bibliothèque pour pas qu'ils soient en retard. Mais bref, j'ai terminé cette grosse brique Ginseng Roots de Craig Thompson, qui est un docu-BD, mémoire, quête, d'identité, témoignage. Et c'est vraiment dense. Je n'avais pas réalisé, c'est comme 430 pages. Et Craig Thompson va un peu nous amener, ben, en fond, je vous avais lu la 4e de couverture, mais oui, techniquement, par le biais de le ginseng, qui est une culture à laquelle il y a, par la force des choses, puis en fait, on l'a forcé à travailler dans les champs de ginseng au Wisconsin quand il était jeune pour récolter et tout ça. Donc tous les étés à partir de l'âge de 10 ans. Donc, il a été familier avec cette plante-là sans vraiment la connaître. Cette période-là de sa vie a également été associée à quand il habitait évidemment avec ses parents, qui étaient des gens très religieux, un peu dogmatiques. On en parle un peu plus, ça fait beaucoup référence ouvertement, là, il le mentionne, l'auteur, à un peu une partie du récit qu'il a mis dans son livre Blankets, dont je vous avais parlé. Donc, il prend cette espèce d'approche-là, de se mettre à raconter le ginseng, finalement, dans lequel il a travaillé, qui est associé à nécessairement une enfance un peu traumatique, mais qui ne connaît pas tant que ça, finalement. Donc, on va le suivre à travers un retour chez ses parents lors d'un festival du ginseng qu'il y a là. Et à travers tout ça, et son parcours, à partir de ce moment-là, qui est un parcours d'un BDiste en manque d'idées, qui
est un peu dans un désert de créativité, dont les dernières publications ont moins été bien reçues, et qui en plus a des problèmes de santé, donc au niveau dextérité, des problèmes de dégénérescence par rapport à ses mains et tout, qu'on finit par soupçonner être lié peut-être au fait qu'elle travaillait dans les champs de ginseng où il y avait beaucoup de pesticides. Bref, sur fond de tout ça, il va finir par se dire que peut-être qu'il devrait finalement faire un roman graphique sur le ginseng, mais sans vraiment trop y croire. Et il va se rendre chez ses parents avec son frère puis sa sœur et tout. Puis ça va être évidemment une excuse pour aller partir à interviewer en fait les gens dans sa ville natale, la ville de Marathon. Qui ont fait la culture du ginseng. Donc, on va rencontrer là des cultivateurs de tout Sakabi, des gens qui sont plus axés sur le profit, des gens qui sont plus sur la tradition. Dans tous les cas, les produits chimiques sont de mise, puis c'est pas juste aux États-Unis. On parle d'une époque où c'était pas encore réglementé, puis même maintenant, ça l'est, mais ça fait encore partie de la réalité. Donc, on va à la fois explorer la racine de ginseng, concrètement son exploitation au Wisconsin, mais aussi en même temps par le biais ce que ça a voulu dire au niveau social, la culture du ginseng, au niveau social, économique, les liens que ça fait. On va partir même, comme il y a des gens qui vont vivre qui vont cultiver ginseng dans la ville de Marathon, qui sont originaires du Laos. On va par le biais d'un récit qui va les inclure aborder la guerre du Vietnam avec, entre autres, les gens qui venaient du Laos qui soutenaient l'initiative du Sud-Vietnam, donc avec les Américains. Donc, c'est dur à... C'est pas facile à résumer parce que ça va vraiment... c'est vraiment un portrait comme systématique de l'histoire du ginseng, de sa culture, mais en même temps de sa signification plus traditionnelle, plus en lien avec la médecine, plus holistique, en lien avec des traditions un peu spirituelles. Donc, autant c'est ça qu'avec justement le parcours de vie de l'auteur, qui est dans une espèce, on dirait, une espèce de crise existentielle et qui, on dirait, est en train de justement réaliser qu'il y a eu une enfance traumatique, puis il ne l'admet pas vraiment, puis que ça finit par transparaître dans tout ça. On va en apprendre plus sur lui à travers ses rencontres. On va en apprendre plus sur l'importance de la culture du ginseng à travers le monde en général, à travers, en fait, en Chine, en Corée, aux États-Unis en particulier. On va avoir des grands pans ultra complets documentaires qui vont être entrecoupés par des histoires touchantes, dont entre autres un voisin qui vient du Laos, que sa famille au complet a émigré. En fait, ont fui le Laos finalement. Ils ont émigré au Wisconsin. Puis, vont apprendre en fait comment la guerre les a affectés. Donc, c'est vraiment l'histoire de plusieurs sociétés par le biais de cette espèce de fil rouge-là qui les unit. La culture du ginseng, qui est, on dirait, une culture à la fois sacrée, mais qui demande des sacrifices quasiment, parce que dans le fond, c'est une culture qui doit être faite pas manuellement, mais presque, qui n'a pas toujours une garantie de réussite. C'est des coûts assez exorbitants pour un résultat qui n'est pas toujours garanti, mais il y a une grande demande. C'est, comme je vous dis, un ouvrage qui nous en apprend. C'est ultra informatif au niveau au niveau société, au niveau économie mondiale, politique, un pan de politique, mais particulièrement ça, au niveau éveil spirituel. Donc, il y a vraiment beaucoup de spiritualité là-dedans. Puis c'est sûr que Craig Thompson, c'est un auteur, un BDiste, qui avait justement expliqué dans Blanket comment il avait perdu la foi un peu. Puis il a quand même vécu une enfance dans une famille où c'était des catholiques. C'était comme du nouveau sang, ou je sais pas trop, là, une espèce de branche assez extrême de la religion. Puis comment ça avait teinté justement sa quête spirituelle. Puis il a également grandi avec un père qui était très strict, donc qui était violent même. Il y avait la discipline violente. Comment on peut se remettre de ça. Donc on va suivre à la fois lui, son frère et sa sœur, puis on va voir à quel point finalement, si le ginseng a l'air d'avoir eu
à la fois un effet bénéfique dans un certain sens sur lui parce que ça lui a appris comme un peu la patience, la détermination de travailler, mais ça l'a finalement potentiellement affecté physiologiquement à cause des herbicides, des pesticides. Mais finalement, dans le fond, Vincent va aussi, ben, fait aussi partie, est aussi à partie prenante de la dynamique familiale, puis comment la violence peut finalement, la violence puis la foi aveugle, la foi avec œillère peut finalement diviser des familles. C'est spécial parce que dans la BD, on voit aussi la réaction des parents documentés, la réaction documentée des parents de Craig Thompson à quand le livre Blanket est sorti, dans lequel il dépeint ses parents comme vraiment des parents complètement inadéquats, des parents violents, des parents stricts. Puis là-dedans, on les voit quand même dire, ben, tu sais, comment ils ont trouvé ça difficile et tout. Fait que c'est intéressant parce que c'est quand même un petit peu de méta, tu sais, c'est comme si on voit, il interpelle, il nous fait réaliser en tant que lecteur que oui, c'est bel et bien lui qui est un peu le héros de ce livre-là, puis qu'il est conscient que peut-être que son travail n'a jamais été valorisé par ses parents, mais que c'est pas parce qu'ils sont pas d'accord que finalement, ça n'a pas nécessairement eu d'impact sur eux autres. Donc, en tout cas, je ne sais pas comment le décrire. J'ai failli l'abandonner parce que j'aime beaucoup Craig Thompson, mais c'était vraiment dense pour moi. Mais finalement, rendue à la moitié, je me suis assez prise. Heureusement qu'est arrivée l'espèce d'histoire de la famille laotienne qui était voisin de Craig Thompson. Et que là, j'ai fini par m'accrocher au côté, justement, histoire sociale, histoire politique, immigration, impact des guerres sur les gens, euh, questionnement écologique, parce que vraiment là-dedans, il y a énormément de questions de pesticides et tout ça. Puis à quel point c'était quelque chose qui était complètement naturel, entre guillemets, quasiment de faire, alors qu'on faisait quasiment travailler des enfants avec des pesticides, puis c'était pas vraiment stressant, mais bon, à l'époque, c'était comme ça, beaucoup aussi des gens en agriculture, pas juste dans le Wisconsin. Je vais juste voir si je peux vous montrer. Évidemment, tantôt, je suis tombée sur ce qui était la partie avec les pesticides, mais voyez-vous, autant, ce qui m'a marqué, puis ce qui a fait que j'ai failli l'abandonner, c'est que c'était intéressant, dense, mais pour arriver justement à ce que l'auteur nous laisse entrer dans cette espèce de démarche créative-là, qui semble être une démarche très personnelle, bien qu'il y avait une visée qui était comme informative, c'était plutôt une démarche personnelle, une quête d'identité, une quête de sens, une espèce de façon peut-être de gérer son traumatisme passé et tout ça. C'est que surtout que c'est du Craig Thompson à son plus dense, donc ça me faisait penser, je vous disais, un peu à la densité de Habibi, mais Habibi, c'était quand même une fiction en tant que telle, et elle n'était pas dans l'autofiction. Là, comme il y a une grosse partie qui est docu-BD, qui est super informative, des fois, c'est quand même assez lourd, donc ça peut aller de ce genre de densité-là, qui est quand même assez dense, mais voyez-vous, même quand il n'y a pas beaucoup de texte, des fois, les compositions, comme on est dans les champs, c'est pas nécessairement évident. C'est pas reposant, disons. Parce que c'est quand même vraiment, là, c'est une bonne bricasse. Mais bon, ce que je peux dire, c'est que juste au niveau très accessoire, mais parce que la version française, Casterman, a fait un bon coup. Parce que bon, mon point de vue bibliothécaire vous dit qu'il n'y a tellement pas de colle ici que ça va nécessairement lâcher, cette reliure-là. Mais mettons que le temps que ça dure, c'est un livre qui a été fait en papier soufflé, donc en papier très léger. Puis une chance, parce que 400 pages, je ne peux pas arriver à le tenir sans que ce soit lourd. Puis j'ai réussi à le lire, il s'ouvre quand même bien sans que je casse le dos. Puis j'ai réussi, tu sais, les pages tiennent. Donc, c'est pas un livre qui est donné au Québec, mais je peux dire qu'il y a eu un travail assez majeur. Puis, sinon, d'un autre point de vue, au niveau visuel, comme je vous disais, c'était chargé, c'était dense. Je suis habituée avec Craig Thompson, puis je suis habituée aussi au monochrome. Là, dans le fond, je vous disais, c'est audacieux parce que c'est comme la colorimétrie est en noir et rouge. Puis, à la fin, on comprend pourquoi le rouge. Mais ce que je peux vous dire comme lecteur, c'est que le rouge et le noir, sur quelques pages, ça va, mais sur toute une BD avec une densité de texte comme ça, moi, j'ai trouvé ça très épuisant. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire? Ça m'a marqué. C'est une BD qui m'a marqué. Je suis contente d'avoir tenu le coup et pas l'avoir abandonné. Mais peut-être pas tous les jours des Craig Thompson comme ça. Puis c'est quand même une BD qui était hautement développement spirituel. Donc, vraiment en termes de quête personnelle, de différents
personne qui évolue dans l'entourage de Craig Thompson, puis aussi dans tout ce qui est, ce que ça veut dire au niveau traditionnel comme soin, le ginseng. Mais si jamais c'est quelque chose qui vous dérange, c'est quand même très présent. Mais sachez que comme c'est quand même lié aussi à un parcours dans le passé que Craig Thompson fait par rapport à sa famille à lui, puis ses parents sont très religieux, bien c'était un peu inévitable. Mais ça prend quand même beaucoup de place parce que finalement, le ginseng a quand même tout un historique spirituel qui est vraiment très, très, très associé à ça. Puis on a presque un genre de, je sais pas, une espèce de mini-documentaire sur l'acupuncture, les médecines traditionnelles chinoises, mais avec beaucoup, beaucoup de détails. Puis j'ai trouvé ça intéressant, mais je suis pas certaine que. Je sais pas, pour moi, c'était un peu trop ces moments-là, mais c'est peut-être moi puis mon esprit post-migraine qui avait de la misère à se concentrer. Mais je pense quand même que. J'imagine que ça faisait partie de la démarche. Je sais pas qui je suis pour dire ça, mais disons qu'en tant qu'expérience de lecture, j'ai trouvé des fois que ça devenait quand même un peu trop lourd, comme si on essayait de trop embrasser de choses en même temps. Mais en même temps, ça reste une démarche qui est d'autofiction avec documentaire, donc c'était à prévoir. Alors, sur ces bonnes paroles, voici ma lecture et je vais aller la porter à la bibliothèque avant que ça ferme. Je pense que j'ai tout juste le temps de me rendre. Alors, ben, on se reprend dès que je peux. Je vais continuer en attendant si j'ai pas trop le mal de tête. Là, c'est comme une accalmie, mais si je suis capable que ça tienne, je vais peut-être essayer de continuer un peu de Becky Chambers en me rendant à la bibli. Puis sinon, ben, on verra pour la suite de la fin de semaine. Allez, à bientôt! Bonjour, alors on se retrouve en ce dimanche 26 janvier, post-course, fait que j'ai encore été un petit peu dans la feutrine parce que je suis allée quand même courir un peu, même si ça peut être un peu paradoxal avec mon mal de tête, mais là ça a passé ce matin, fait que je me suis dit que j'allais juste courir un tout petit peu pour m'aérer un petit peu. Donc, jusqu'à maintenant, ça se passe très bien. Je voulais vous parler de 2 lectures que j'ai faites. C'était 2 BD que j'avais empruntées à la bibliothèque où je travaille. Puis comme c'est des nouveautés, ben je voulais les faire circuler relativement rapidement. J'ai vu que ma date d'échéance arrivait sous peu, donc je me suis dit que ce serait mieux que je les remette en circulation. Et c'était des suites de séries attendues. Donc, premièrement, Les Sœurs Grémillet, le plus récent tome qui est La Villa des Mystères. Donc, c'est Les Sœurs Grémillet, La Villa des Mystères, c'est le tome 6. C'est chez Dupuis et c'est par Di Gregorio et Barbucci. Je vais lire la 4e de couverture parce que ça va être plus facile. Je ne sais pas si ça divulgage. C'est vraiment des aventures qui sont à prendre isolément. Je vous avais déjà mis un petit peu, je crois, en contexte pour cette série-là. Donc, on suit vraiment une mère et ses 3 filles, ces 3 sœurs qui sont très différentes, un peu typiquement, dans le fond. Donc, la plus vieille qui veut avoir beaucoup d'indépendance, qui a un peu le poids d'être l'aînée et tout ça, qui est en mode action, celle du milieu qui est un petit peu plus en mode romantique, écriture, création, et la plus jeune qui est vraiment fascinée par le monde des animaux, est vraiment comme écolo, pas flore, mais faune et flore, disons, écologique et tout ça. Et dans le fond, dans chaque tome, il va y avoir une situation qui va faire ressortir des caractéristiques de une ou de plusieurs des sœurs. Donc, dans celle-ci, je vous lis la 4e. Une île enchanteresse, une villa de rêve.
le grand mariage d'un proche de la famille. Tous les ingrédients sont réunis pour que ce week-end soit inoubliable. Et il le sera, mais pour des raisons que les sœurs Grémillet n'auraient jamais pu imaginer. Lorsque les pièces d'un mystérieux puzzle surgissent de nulle part, l'aventure peut commencer. Mais cette fois, les trois sœurs seront séparées. D'un côté, Lucille et Cassiopée, de l'autre, Sarah et sa nouvelle amie. C'est une lutte acharnée qui s'engage pour savoir laquelle des deux équipes sera la première à reconstituer le puzzle. Un jeu qui menace de briser la belle harmonie familiale. Donc, c'était une lecture, dans ce cas-ci, je pense que j'avais un peu décroché les sœurs Grémillet assez tôt. J'avais bien apprécié les premiers tomes, puis un des tomes qui fait justement ressurgir le père de ces filles-là dans leur dynamique. Mais au fur et à mesure des tomes, j'ai trouvé quand même que c'était une structure répétitive, bien entendu, un peu comme pour le grimoire d'Elphie. C'est un public quand même qui est jeunesse. Mais avec des personnages qui étaient intéressants, mais c'était comme un peu prévisible où on s'en allait avec leurs caractéristiques qui étaient bien soulignées, très fort. À la limite, dans le côté structure répétitive, je préfère le côté du grimoire d'Elphie. Là, je vous compare les deux, même si ça n'a aucun rapport, mais c'est parce que c'est quand même une fratrie de trois sœurs, donc c'est pour ça que dans ma tête, je fais quand même un lien, mais dans le grimoire d'Elphie, il y a de la magie, donc c'est pas du tout pareil. Donc, je vous disais que je préférais peut-être le grimoire d'Elphie parce que les personnages avaient vraiment quelque chose de... Oui, il y avait quand même les archétypes de réaction, l'aînée, la sœur du milieu qui est toujours l'impression que les choses sont injustes pour elle, et la plus jeune qui a comme une espèce d'aura un peu différent. Puis oui, c'est aussi des aventures qui sont complètes, mais on dirait que je prends plus de plaisir à évoluer auprès des personnages, les personnages, en fait, n'évoluent pas tant que ça, finalement, au cœur des tomes. Donc ça, c'est vraiment, pour moi, c'est des BD. Donc, c'est pas vraiment graphique. Il n'y a pas beaucoup d'évolution de personnages. C'est comme je vous dis, des aventures qu'on peut prendre de façon assez individuelle, à la limite, puis qui sont correctes, mais qui ne laissent pas un souvenir impérissable. Ce qui m'avait marqué dans cette... série-là, c'était quand même les illustrations. Je vais vous en montrer. Je trouve ça quand même intéressant comme pari d'illustration. Donc, on était quand même dans quelque chose d'agréable. On est dans quelque chose qui semble être fait à l'ordinateur, mais il y a quand même des émotions qui sont là. Des parties pris pour les paysages et tout. Donc, je trouve ça intéressant. Mais celle-ci, ça m'a vraiment... Je pense pas que je vais peut-être continuer les sœurs Grémillet après. Je pense que j'ai comme pas mal fait le tour. C'est sûr que c'est aussi pas une série qui s'adresse à mon âge. Donc, absolument, ça cause pas de problème chez moi. Là, pour moi, ça ne ferait vraiment pas de différence. Mais là, dans ce cas-ci, comme c'est vraiment structure répétitive, puis disons que mon expérience de lecture est très moyenne, j'imagine que quand on est plus jeune puis qu'on a envie de justement retrouver toujours le même univers, toujours les mêmes personnages, c'est rassurant. Mais de mon côté, je préfère qu'il y ait une petite twist de plus qui m'amène une petite plus-value, puis ça, je le trouve plus dans le grimoire d'Elphie. Donc, contente de l'avoir lu, mais ça ne sera pas mémorable dans ma semaine de lecture. Par contre, j'ai lu le second tome de la série d'adaptation en BD de la série de fantasy Nevermore de Jessica Townsend. Donc, le tome 2 ici, qui s'intitule L'héritage du Wanderer. Et c'est le tome 2 de la série d'adaptation en BD, donc par L'Hermenier et Laboureau, c'est chez Jungle. Donc, c'est le deuxième tome, mais ça relate en fait encore le premier tome de la série de romans, parce que les romans sont assez épais et conséquents. Je vais juste voir si ça... Ouais. Je ne vous lirai pas la quatrième de couverture parce que ça divulgage quand même, mais en gros, je vous en avais parlé, je pense, mais on va suivre ici Morrigan Crow qui habite dans un monde, plus c'est de mémoire, fait que ça se peut que j'ai pas tous les termes, ne soyez pas choqués, qui habite dans un monde où... tous les enfants à partir de 11 ans, en fait, il y a une personne par génération qui, à 11 ans, va mourir pour sauver le monde pour la suite des choses. Donc, si jamais il ne meurt pas, ça va être la catastrophe. Puis là, dans le fond, on va suivre Morrigan Crow qui, elle, dans sa famille, est la personne qui a été comme élue. Depuis qu'elle est née, elle le sait que c'est elle qui va mourir à l'âge de ses 11 ans. Donc, c'est un peu troublant. Je sais pas, tout le monde a l'air de bien vivre avec ça, c'est un petit peu cruel. Mais dans le fond, le soir même de son anniversaire, elle va se faire enlever par quelqu'un qui va lui faire découvrir un autre monde qui est en fait une académie, en fait c'est Nevermore, une espèce d'académie de magie. Et il va lui dire, tu vas voir, dans le fond, en faisant ça, il brise la loi parce qu'elle aurait été censée mourir. Puis évidemment qu'elle est censée ne plus être là dans aucun des mondes.
Puis, ben, va s'ensuivre ensuite une course-poursuite où la personne qui l'a amené va essayer de lui dire non, mais de toute façon, tu vas voir, je vais te faire rentrer dans l'Académie Nevermore. Puis pour ça, tu as juste à passer des épreuves, puis ça va être correct. Tu es censé mettre de l'avant ton talent. Puis elle est juste comme, OK, mais j'ai pas de talent particulier. Je veux dire, oui, c'est correct, mais j'ai pas un talent, un pouvoir. Tous les gens qui sont là ont des pouvoirs spécifiques. Puis elle est juste comme, j'en ai pas de pouvoir. Donc, bref, c'est ce qui va se passer. Puis à travers le premier et le deuxième tome de l'adaptation BD, on va la voir, dans le fond, passer à travers les différentes épreuves, commencer à connaître les gens qui sont là en attente de passer les épreuves pour être sélectionnés dans les 9 qui vont aller justement dans la fameuse académie. Elle va rencontrer justement des alliés, des difficultés. Elle va toujours être menacée par le fait qu'elle est là de façon illégale, elle n'est pas censée exister. Les gens qui sont là pour faire les règles, ils réussissent des fois à un petit peu passer à travers tout ça. Puis à chaque fois, ils sont comme non, mais elle est en train de faire les épreuves, fait que c'est correct. Bref, c'est super haletant. Et cette adaptation BD-là, elle est, à mon point de vue, parfaite dans le sens où j'ai jamais lu Nevermore. Je sais, je l'ai gros conseillé, je ne l'ai jamais lu. Puis la plupart des booktubers que je suis qui l'ont lu, eux, ont considéré que cette adaptation qui était très bien faite parce que c'était vraiment un tour de force de transmettre, évidemment pas tout l'essence et la nuance des romans, mais suffisamment d'éléments clés pour que le lecteur ne soit pas perdu. À la limite, je pense que je pourrais passer peut-être au tome 2 directement en roman. Puis oui, avoir peut-être des parties qui n'ont pas été relevées, mais les grandes lignes avec les relations clés, les événements clés sont toujours là. Puis en tant que lectrice de cette adaptation-là, sans avoir lu le roman, je peux vous dire que ça fonctionne absolument. Je me sens pas perdue. C'est sûr que c'est quand même dense, parce que on sent que c'est des BD qui veulent rendre un univers complexe de façon claire, simplifiée et attrayante. Mais j'ai pas l'impression justement que c'est simpliste. Comme par exemple, puis là, je vais m'attirer les foudres, mais c'est pas pour moi de l'ordre de ce qui a été fait potentiellement dans les adaptations des romans d'Harry Potter en film, où il y a eu un effort qui a été fait, mais évidemment, il y a des personnages qui ont été scindés et tout ça. Puis, mais bon, en même temps, j'ai pas lu le roman, mais ça me donne l'impression que c'est vraiment quelque chose qui est assez fidèle au déroulement puis aux personnages qui sont inclus dans le roman. Puis tout ce que ça me donne le goût quand je lis les BD, c'est de lire les livres. Et pas dans le sens où c'est mal fait, mais parce que c'est tellement. Ça me donne tellement le goût d'être dans ce monde-là, alors que c'est pas mon genre de prédilection, le fantasy jeunesse, j'aime ça, mais tu sais, une fois de temps en temps, comme vous avez pu voir, là, j'ai lu le Philippe Pullman. C'est pas vraiment du jeunesse, par exemple, ça peut aller. Puis celui-là, c'est plus sombre quand même, donc ça pourrait peut-être me plaire aussi. C'est pas que j'aime le sombre, mais au moins il y a plus de complexité là-dedans. Ben en fait, ça me donne envie de me plonger dans les romans. Puis c'est rare qu'une adaptation BD de quelque chose comme ça qui est vraiment fantastique, me dit aïe, cette autrice-là, elle écrit vraiment bien, c'est un monde qui est super cool, j'ai vraiment le goût de la découvrir, puis dans ce cas-ci, ça fonctionne. Donc, je trouvais que c'était quelque chose qui était important à mentionner parce que c'est vraiment rare. C'est sûr que c'est quand même assez chargé, là, comme je vous disais, il y a beaucoup d'informations à passer, mais on n'a pas l'impression que c'est chargé quand on lit. Mettons par opposition au fameux Craig Thompson que j'ai lu dans le dernier vlog. Où c'était chargé parce qu'il y avait trop de choses à dire, plus trop d'informations. Là, les indices et les informations sont disséminés au fur et à mesure des dialogues des personnages. Puis oui, il y a beaucoup de dialogues, mais on ne se sent pas enfermé étrangement. Dans tout ça, quand je montre ça, on ne se sent pas du tout enfermé dans les cases. Donc, si jamais vous voulez tenter le coup, même si vous avez déjà lu la série, ben en fait, si vous l'avez déjà lu, puis vous avez déjà lu les adaptations BD, je suis super intéressée à savoir ce qu'est votre perception. Est-ce que vous avez trouvé que l'adaptation était relativement fidèle? Est-ce que je dis n'importe quoi en disant que ça a été bien fait? Puis si vous n'avez pas encore lu le roman, mais vous avez lu la BD, est-ce que ça vous fait un peu le même effet que moi? Est-ce que ça vous a donné juste le goût de découvrir le roman? Puis moi, ça m'a donné vraiment, je trouve, un imaginaire lié à cette histoire-là qui me plaît. Peut-être que c'est pas comme ça que j'aurais imaginé si j'étais en train de lire le livre, mais comme toujours un peu plus, moi, dans les perceptions émotives que je vais avoir quand je lis un livre, je vois des flashs un peu des personnages, mais je perçois surtout l'action, les émotions qui se passent et tout, mais j'ai pas nécessairement comme un film super précis de qu'est-ce qui se passe. Fait que pour moi, on dirait que ça me parlait vraiment bien. Puis j'ai l'impression que là, évidemment, si je les ai lus, je verrais peut-être plus ces personnages-là. Donc, une réussite. Ça n'a pas été un total coup de cœur, mais genre, j'ai mis, je pense, 4,5 sur 5. Pour moi, c'est vraiment une série de BD super bien faite. Mais dans ce cas-ci, c'est pas une série de BD, je considère que c'est des romans graphiques parce qu'en plus, c'est des adaptations de romans, puis il y a vraiment une évolution des personnages. Donc,
voilà, Nevermore, le tome 2 en adaptation BD, tiré du roman de la série de romans de Jessica Townsend. Ça s'est vraiment bien passé pour moi. Et sinon, j'avance petit à petit dans mon fameux Becky Chambers. Je suis déjà rendue à la page, l'équivalent de la page 114 sur, je ne sais pas me divulgacher, il n'y a pas de page là. Sur la page 114 sur 404, donc à peu près le quart. Donc, la plume de Becky Chambers, je l'adore. C'est un mélange de... C'est vraiment de la... Je pense que c'est de la cozy SF ou de la... C'est pas non plus du cozy space opéra, mais comme un peu. Les personnages sont super intéressants. On prend notre temps pour voir le monde, mais même le monde dans lequel... en fait, le monde que l'humanité est devenue, en fait, à ce moment-là, on est vraiment, vraiment loin dans le futur. On apprend à découvrir les différentes, justement, les différentes races qui peuplent ce monde-là. C'est super intéressant. Il y a beaucoup de réflexions par rapport, justement, à l'impact de l'humain sur la survie en dehors de la planète Terre, vu qu'il a fallu qu'il fuit et tout, sur la notion de est-ce qu'on devrait modifier génétiquement les gens, est-ce qu'on devrait faire avancer l'intelligence artificielle, puis il n'y a pas de jugement, c'est vraiment juste le point de vue de ces gens-là qui travaillent, qui autres qui voyagent. Leur travail, c'est d'être dans l'espace puis de creuser justement des tunnels spatio-temporels, puis c'est sûr que pour eux autres, ça me semble être évident que leur équipe ne serait pas aussi douée s'il n'y avait pas autant de races, entre guillemets, qui ont été, qui travaillent ensemble et tout. Donc, c'est super intéressant, c'est doux. Il y a vraiment beaucoup d'humour aussi, mais c'est pas aussi ironique que, disons, quand j'avais lu, ben, je sais que ça se compare absolument pas, mais disons, pour moi, c'est pas aussi humour, ha ha ha, un peu d'ironie, que, par exemple, Brandon Sanderson peut faire avec le fantasy. Becky Chambers, c'est quand même sérieux ce qu'elle aborde, mais c'est pas drabe, ça tire pas par en bas. C'est sérieux dans le sens qu'on sent vraiment qu'il y a une intrigue, comme là, il y a une grosse péripétie qui vient d'arriver, puis là, évidemment, on va comprendre pourquoi. Le livre s'intitule The Long Way to a Small Angry Planet. Et j'imagine que ça va nous porter pendant les 2 autres tomes ensuite. Mais j'ai pas eu l'impression que c'était trop long pour s'y rendre. J'ai eu l'impression que qu'on prenait juste le temps parfait pour m'amener comme lectrice à ce point-là, pour apprendre à découvrir les personnages, pour avoir envie d'en savoir plus sur eux autres, pour les sentir commencer tranquillement à évoluer, à cohabiter ensemble, à essayer de travailler sur qu'est-ce qui allait s'en venir ensuite. On commence à s'attacher à des personnages qui vont peut-être faire des choix particuliers, mais qu'on n'aurait peut-être pas fait, puis qu'on se dit, oh mon Dieu, mais pourquoi tu fais ces choix-là, etc., etc. Donc, ça se passe super bien pour moi. Je vous rappelle qu'il me reste encore 2 lectures à faire pour le Cold Winter Challenge cette semaine. Donc, dès que je vais avoir terminé mon livre audio, ça se peut que je termine, que je l'étire toute la semaine, mon livre audio de Becky Chambers, ou pas, si je veux vraiment le faire un blitz puis le lire. Si jamais je ne l'étire pas, il y a la toute nouvelle adaptation en livre audio lu par Daniel Pénac de Au fruit de la passion qui sort demain sur Nextory. Donc, je pense que si jamais je termine Becky Chambers, je vais sans doute enchaîner avec celui-là. Mais de toute façon, les 2 autres livres qui me restent à lire, c'est des livres papier. Donc, c'est le fameux 4e tome de la série des Mémoires de la forêt et le fameux roman graphique de Vera Brosgol. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais en fait, je vais m'arranger pour avoir terminé avant de terminer ce vlog-ci. Donc, on verra pour la suite. Alors, voilà, sans plus tarder, je poursuis mon dimanche, tranquillou. Et, ben, on se revoit quand je peux. C'était The London Science Society, qui a été traduit en français et le titre a rien à voir. Celui-là m'intéresserait pas trop. Donc peut-être je pense que c'est son numéro 1. J'hésite à mettre le 3e tome de Scholomance, parce qu'en théorie, c'est notre lecture de janvier, en lui disant qu'elle a tué quelqu'un et qu'elle a besoin de sa mère pour l'aider à cacher le corps. Voilà, je vous passe tout le contexte puisque ses parents viennent de divorcer. C'est assez compliqué d'un point de vue familial. Hey, bonjour à vous. Je vous fais un petit coucou rapide parce que flemme d'aller chercher mon trépied. J'espère que je ne vais pas trop bouger. Parce que dans le fond, hier, quand j'ai fait ma petite mise à jour pour les BD que j'ai lus, je vais essayer de vous parler rapidement de quelque chose. Ben, vous savez un peu comment ça fonctionne depuis que
le terrifiant retour du président des États-Unis de l'autre côté de la frontière. Et bon, au Canada, il y a plusieurs potentiellement menaces de taxation qui sont là. Puis il y a plusieurs initiatives qui sont prises potentiellement pour essayer peut-être de pas boycotter, parce que ça fait pas de si grande différence, mais juste comme moins encourager ou disons mieux choisir soit les achats qu'on fait ou les compagnies avec lesquelles dont on utilise les services. Et évidemment, depuis les fameuses prises de position de Mark Zuckerberg par rapport à tout ce qui est Meta et ce qui décide de potentiellement retirer comme système de contrôle pour certains discours qui sont discriminants ou dégradants et tout ça. Évidemment qu'il y a une grande réflexion sur les réseaux, sur est-ce que tout le monde va vouloir quitter Facebook, est-ce que tout le monde va vouloir quitter Meta. Instagram, de toutes sortes de personnes dans mon entourage, jeunes, au milieu de la vie, plus loin dans la vie. Et je vous dirais que j'ai quand même fait une certaine réflexion là-dessus. Puis bon, pour le moment, j'ai décidé plus de tenter un peu le terrain pour la fameuse plateforme Blue Sky. Bon, moi, ça fait longtemps que je m'étais désabonnée de Twitter depuis l'arrivée de ce fameux Elon Musk à la tête de Twitter. Puis, de toute façon, je n'utilisais pas tant la plateforme. Là, je le tente le retour sur Blue Sky parce que bon, ça convient un peu plus à mes convictions. Puis, je suis curieuse de voir si c'est pas justement un réseau avec lequel j'aurai plus d'affinité à la longue. Jadis, quand je l'avais commencé, je pense que c'était juste pas le réseau pour moi à ce moment-là. Là, je vais voir ce que je vais faire, on verra. Là, c'est juste un test, mais bon, tout le monde fait la migration, puis je me dis, c'est un bon moment aussi pour voir qu'est-ce que je vais aller chercher là-dedans ou pas. Pour le moment, je n'ai pas pris de décision par rapport aux autres réseaux. Idéalement, Facebook, ça fait longtemps que j'aurais voulu quitter, mais évidemment que j'ai des contacts avec, comme la plupart d'entre vous, avec des gens du passé, des gens de la famille, des amis et tout, qui vont potentiellement peut-être pas faire de migration, peu importe leur conviction. Donc, on est encore en réflexion à savoir qu'est-ce qu'on fait s'il y a un équivalent de Facebook qui sort. Puis pour Instagram, c'est dur un peu pour le moment de sortir de ça un peu aussi, mais c'est pas nécessairement des réseaux que j'entretiens beaucoup. Je les utilise plus comme consommatrice et comme créatrice de contenu. Donc, je voulais vous dire que j'ai dans cette réflexion-là. En ce qui concerne YouTube, c'est pas quelque chose que j'ai l'intention de quitter pour le moment. Mais tout ça m'a amené à être un peu plus, disons, alerte par rapport à ça. Et il y a une personne que je suis qui s'appelle MH la lectrice, si jamais vous la connaissez pas. Super chouette, chouette lectrice et créatrice de contenu. Et qui a dit, ah bon, ben moi, finalement, c'est terminé pour moi pour Goodreads, je vais aller sur The Storygraph. Vous pouvez me suivre là-bas. Elle était déjà sur The Storygraph, je pense. Puis là, ça m'a fait sourire parce qu'en fait, moi, je suis sur The Storygraph depuis au moins 1 an. Je vous en avais déjà parlé. C'est une plateforme de recension de lecture qui me convient. Puis je me rendais compte que ça fait quand même 2 ans au moins que je suis sur Goodreads plus par défaut. J'interagis pas vraiment. Bon, puis je vous disais que je faisais des tests. J'avais Goodreads, The Storygraph, Babelio, Bookmory. J'essaie de voir c'est quoi le ou la ou les plateformes, plutôt là ou les plateformes que j'aime vraiment pour recenser les lectures et interagir avec les autres lecteurs. Et dans le fond, j'ai comme appris que en fait Goodreads appartient à Amazon, à moins que mon information ne soit pas bonne, mais c'est ce qu'elle semblait dire, donc je vais aller revalider pour ne pas vous donner une fausse information. Mais de toute façon, c'est une plateforme à laquelle je ne tenais pas tant que ça, donc j'ai décidé de couper le cordon directement pour Goodreads. Et pour le moment, je suis sur The Storygraph. Donc, je voulais vous en parler parce que je ne sais pas si pour vous, c'est des choses, vous vous posez ces questions-là. C'est pas des questions, évidemment, qu'on n'est pas en mode survie pour le moment. Sinon, je ne poserai pas ces questions-là. Là, c'est pas des questions de vie ou de mort du tout. C'est plus des questions de conviction. Mais pour avoir le temps d'avoir des convictions, des fois, il faut ne pas être en mode survie. Donc, je remets tout ça en perspective sans aucun problème. Mais si de votre côté, vous êtes dans une position où vous pouvez vous poser ce genre de questions-là, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. C'est plus par curiosité. Là, moi, je suis en mode ouverture. Je n'ai pas de jugement du tout que les gens décident de partir ou pas, que ça les intéresse ou pas, ce genre de questionnement-là. Je ne suis pas là pour juger du tout, mais c'est plus par curiosité, voir est-ce que c'est un trend, est-ce que c'est juste niché, est-ce que ça va durer, est-ce que ça fait longtemps que vous avez déjà fait des migrations de votre côté. Voilà. Donc, c'est juste ça. Donc, je voulais vous parler, faire un petit topo. Je voulais vous en parler hier, puis ça m'est complètement sorti de la tête. Donc, mais voilà, c'est le moment réflexion de ce vlog-ci. Allez, à tout bientôt! Bonjour. Alors, me voici encore une fois en direct de ma journée de congé du lundi.
avec un vent à écorner les bœufs dehors. Donc, j'en profite pendant qu'il y a encore de l'électricité, parce que j'ai comme un feeling que ça se peut qu'on doive manger des sandwichs ce soir parce que pas d'électricité. On verra bien. Bref, cet après-midi, j'ai vraiment... en fait, aujourd'hui, j'ai profité de ma journée à ne rien faire. C'est pas vrai, là, j'ai fait plein de trucs, mais je veux dire, j'ai vraiment rattrapé mes vlogs que j'avais pas écoutés encore. Et j'ai lu Plain Jane and the Mermaid de Vera Brosgol et c'est chez First Edition. Et la version française est parue, c'est Jane face aux sirènes. C'était vraiment un coup de cœur cette BD-là, ce roman graphique-là. Je savais pas trop à quoi je m'attendais, mais peut-être pas nécessairement à ça, mais c'était vraiment excellent. C'est comme, dans le fond, l'autrice dit que c'est une... comment qu'elle dit ça? Aquatic folktale? Il me semble que c'est ça. Underwater folktale, à peu près. Là. Fait que c'est comme une fable de sous les eaux. C'est vraiment structuré comme un conte, un peu, ou un conte traditionnel. Puis dans le fond, on va y suivre Jane, qui est une jeune femme, de ce qu'on comprend peut-être environ 15 ou 16 ans. Et elle vient de perdre ses parents. Et on est comme dans un monde où les classes sociales sont super importantes. Et l'apparence est super important. Et on est dans un monde où, en fait, quand je dis un monde, ça veut dire une époque. Parce que ça semble vraiment être dans un monde régulier. Mais bon, évidemment, vous allez comprendre qu'il y a aussi des créatures magiques qui sont là. Dans le monde des contes. Donc, les humains qui vivent là ont une structure très victorienne, c'est-à-dire que quand les parents décèdent, si les parents n'ont pas eu un héritier masculin, bien évidemment que l'héritière féminine ne peut pas hériter de la maison. Automatiquement, c'est légué au prochain héritier masculin en ligne. Et voilà, on comprend que Jane est la seule enfant de ses parents qui sont décédés et qu'elle est une fille. Et on va lui annoncer du jour au lendemain qu'elle doit quitter parce qu'elle a un oncle qui s'appelle Colin. Il y a vraiment plein de clins d'œil à Pride and Prejudice là, parce que ça ressemble vraiment à Collins et l'espèce d'affreux clergyman que supposément Elisabeth est obligée d'épouser parce que sinon il va venir prendre la maison de leur maison familiale quand le père va décéder. Ça, à mon avis, je ne sais pas si c'était voulu, mais moi, ça m'a fait tout de suite penser à ça. Bref, une espèce de parent qui s'appelle Colin, puis qui a juste dit, ben là, moi, dans le fond, je débarque si au plus tôt, puis, tu sais, c'est beau aussi, je te laisse 24 heures pour faire tes bagages, puis elle se ramasse évidemment sans nulle part où aller, sans le sou, avec un pauvre notaire qui essaye de faire ce qu'il peut, mais il n'a pas le choix vu que le testament est comme ça. Puis, Jane, c'est une jeune femme qui, depuis qu'elle est tout petite, se fait dire qu'elle est ordinaire, puis que, tu sais, elle est un petit peu enrobée, puis évidemment, ça n'a pas l'air très important, mais comme enrobage, c'est tout à fait normal, mais pour les autres, on est vraiment dans une société des apparences, fait qu'elle peut de se faire dire qu'elle est trop ordinaire, qu'elle est trop grosse pour trouver un mari, etc., etc. Mais elle a quand même quelqu'un dans son cœur, et c'est Peter, le fils des pêcheurs, qui est vraiment comme une beauté fatale et tout. Et, mais évidemment, Peter, lui, est juste comme imbu de lui-même et tout et tout. Et quand elle va apprendre ça, elle va finir par aller comme une dernière fois au village pour voir Peter. Et éventuellement, elle va finir par découvrir que peut-être qu'elle pourrait avoir un plan. Et elle va proposer à Peter de se marier avec elle parce que dans le fond, elle comprend que Peter est tanné de travailler pour son père dans le domaine de la poissonnerie puis de la pêche parce qu'il considère qu'il est censé être quelqu'un de juste beau et qui ne fait pas des gros travaux comme ça affreux, qui sentent le poisson et tout. Donc, elle va lui proposer ça comme alternative. Mais malheureusement, peu de temps, en fait, il a l'air de dire oui, oui, c'est correct, mais on sent vraiment que c'est quelqu'un qui est un peu un profiteur. Puis pas très longtemps après, il va être proche d'un étang, pas loin. Puis là, il va voir une beauté fatale qui sort des eaux, n'est-ce pas? Comme une genre de sirène. Et elle va l'attirer, puis elle va finir par l'enlever. Et là, Jane va partir à sa recherche, va rencontrer des personnes clés pour lui permettre d'aller le chercher, mais elle a juste 3 jours pour aller chercher en dessous de l'eau parce qu'on lui a donné un produit qui fait qu'elle peut respirer dans l'eau, mais ça ne dure pas de façon éternelle. Et là, il va y arriver péripéties par-dessus péripéties, bonne rencontre versus mauvaise rencontre. Et plus ça va aller, plus on va apprendre à découvrir le monde des sirènes dans ce coin-là, qui sont en fait, là, c'est un village qui est mené par 3 sœurs qui sont sous le joug aussi de toujours avoir l'air belle et jeune, et on va comprendre de quelle façon ils parviennent.
et d'un démon des eaux, Vodnik, je pense, et qui lui a décidé que tout le monde devait s'incliner, puis que dans le fond, pour lui, trouver l'amour, ça n'existe pas, c'est juste trouver quelqu'un, une femme idéalement, qui va toujours lui faire ses repas et tout ça. Donc évidemment, par le biais de toutes ces analogies-là, on va faire comprendre un peu plein de choses par rapport à l'humain, aux valeurs de la société et tout. Mais c'est là, quand je vous dis ça, ça a l'air peut-être un peu lourd et tout, mais c'est comme zéro lourd. C'est super intéressant. C'est vraiment rigolo par grands bouts. C'est vraiment une façon un peu audacieuse de briser un peu les règles typiques du prince charmant. D'ailleurs, c'est ça en fait, c'est l'intention que l'autrice avait quand elle a fait ça, en disant qu'elle était pas mal nourrie à un peu ça, le côté princesse Disney qui attend d'être délivrée, puis pour qui l'apparence compte 100%. Et avec le temps, elle a fini par se rendre compte que ce serait le fun qu'elle fasse des romans graphiques qu'elle aurait aimé avoir quand elle était plus jeune. Puis elle dit que personne, en fait, échappe à cette espèce de dictat-là. Puis dans cette aventure-là, ce qui est intéressant, c'est que ça semble se présenter avec les codes des contes de fées traditionnels. Donc, une jeune femme riche qui perd ses parents, puis qui finit par devenir comme rejetée de la maison par un méchant oncle. Puis là, elle est en amour secret avec un prince charmant. Puis quand le prince charmant se fait enlever, en fait, c'est la femme qui va aller le sauver. Donc ça, c'est des gens partant, on fait comme « Ah, ok, c'est bon ». Puis, c'est l'histoire de est-ce qu'elle va réussir à le sauver, mais c'est plutôt évidemment l'histoire, entre guillemets, de est-ce qu'elle va finir par se sauver elle-même, puis elle va avoir à faire des choix à un moment donné entre ce qu'elle pense mériter ou souhaiter, puis ce que finalement elle semble être, puis avec lequel elle semble être à l'aise, et puis ce pourquoi elle a envie de donner de l'énergie et tout. Mais en tout cas, c'était parfait, comme je vous dis, roman graphique super intéressant, rythme, un bon rythme, un rythme moyen, mais un bon rythme. On comprend rapidement les grandes lignes de l'univers qui est proposé là. Le côté fantastique qui est comme vraiment le niveau comme dans les contes, là. Donc c'est des humains réguliers, là. C'est juste que, évidemment, qu'on fait affaire avec des sirènes, mais ça va nous prendre quand même un petit peu de magie pour essayer de résoudre ça, mais ça va vraiment au-delà, en fait, du conte. En même temps, les contes traditionnels, vous savez, avant qu'ils soient édulcorés par Disney, puis qu'on y insère vraiment les grandes valeurs comme faut toujours attendre sans rien faire que le prince charmant vienne nous sauver. C'était pas des contes qui étaient tendres, là. C'était des contes qui amenaient le lecteur à tirer une leçon de tout ça, puis c'était pas gentil. Puis ça reflétait quand même certaines valeurs de l'époque. Puis c'était une façon, en fait, de le faire un peu comprendre aux gens par le biais de la fiction. Puis, en fait, ça, je trouve vraiment que je sais pas, c'est pas une relecture d'un conte en tant que tel, c'est une histoire originale, mais c'est comme une nouvelle façon de présenter les contes traditionnels. Puis j'ai trouvé ça vraiment exquis. Au début, ben c'est ça, comme je vous disais, le visuel de Vera Brosgol, je trouve ça intéressant, mais c'est pas nécessairement, tu sais, bon, ça dépend vraiment, là, ça ressemble un petit peu à ça. C'est quand même gros traits, un peu cartoonesque, mais il y a quand même un effort de, comme par exemple, on a des flashbacks, on fait un tour dans le passé, on a quand même un travail là, au niveau du découpage, de la colorimétrie pour faire des sauts et tout. Puis je vous dirais que sa patte graphique fait en sorte quand même que ça contribue aussi à faire en sorte que la plupart de ses livres, même s'ils mettent de l'avant souvent quand même dans Be Prepared, même s'ils mettent de l'avant des fois des thèmes qui ne sont pas nécessairement évidents, c'est toujours sous couvert de quelque chose qui est assez funny, hop la vie, coloré, attrayant. Mais c'est justement ça qui est intéressant, c'est qu'on ne s'attend pas nécessairement à ça, puis finalement, mais dans le fond, on se laisse porter par tout ça, puis en fait, elle fait confiance au lecteur pour faire les réflexions, le cas échéant, si jamais le lecteur a envie, mais sinon, ça peut aussi être une aventure premier niveau, à savoir, est-ce que la fameuse Jane va finir par résoudre sa situation de se faire jeter de la maison et d'aimer quelqu'un qui ne semble pas l'aimer en retour, etc., etc. Mais je vous dis, il y a vraiment plus que ce qui nous paraît dans cette BD-là. Vraiment, c'est vraiment un coup de cœur de mon côté. Alors, écoutez, si jamais ça vous dit, je sais que c'est paru en français, ça fait peut-être... Au Québec, ça doit faire 2 mois, je pense. Puis sinon, en France, ben c'est ça, ça doit déjà être sorti aussi. Mais est-ce que vous avez déjà lu du Vera Brosgol? Si oui, est-ce
Est-ce que ça vous parle? Est-ce que pour vous, le visuel vous attire d'emblée ou vous repousse d'emblée? Parce que je sais que pour certaines personnes, peut-être dépendant du type de visuel qu'on aime en BD, ça peut être quelque chose qui soit nous invite à le lire ou nous fait dire, ah, ben, tu sais, c'est quand même gros traits plus cartoonesques. Donc, des fois, on se dit, ah, peut-être que dans le fond, ça va être une histoire un peu trop comme en surface, mais celle-là, je vous dis, c'est vraiment pas une histoire en surface du tout. Mais en même temps, c'est super comme. C'est quand même relativement. Mais je sais pas, comme on arrive à rire un peu par tout ça, à jouer avec les codes, c'est pas lourd en même temps, ça fait quand même fonctionner la machine à idées. Donc, j'ai une fois pour me parler si jamais vous avez lu Vera Brosjol ou est-ce que ça vous donne envie de le lire. Je serais bien intéressée à entendre vos petits commentaires à ce sujet-là. Alors voilà, sur ces bonnes paroles, je vais vous dire à tout bientôt parce que je vais continuer un petit peu ma petite paresse de journée de congé, puis on se reparle quand je peux. Hey, bonjour, alors je fais un petit coucou rapide à bout de bras parce que paresse. Mais juste pour faire une rapide mise à jour, que je suis toujours dans la fameuse lecture en cours du Becky Chambers et ça prend du temps à ce que je lise parce qu'en fait je l'écoute au complet. Je n'ai même pas plongé vers la version papier parce que la narration est trop excellente, mais vraiment. Je ne sais pas si cette série-là, je vais même pas l'écouter systématiquement en livre audio parce que si c'est la même narratrice, j'ai aucune idée comment elle arrive à faire, à transmettre autant d'émotions, à faire en sorte que chacune des espèces, je vais dire espèces plutôt que races parce que c'est plus espèces, en même temps. Chacune des races, espèces qui sont présentes dans cet univers-là qu'on apprend à découvrir ont des caractéristiques, puis elle arrive auditivement à nous faire saisir la différence quand il y a il y a toujours plusieurs personnages dans les conversations et tout, dans les chapitres. Puis c'est aussi qu'elle arrive à transmettre, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que ça fait complètement se déployer la plume de Becky Chambers. Puis je pense que ça, c'est quelque chose c'est à ne pas négliger. Donc, ça, c'est tout ce que je voulais vous dire à ce sujet-là. Puis je ne parlais pas plus de temps parce que je vais garder un peu de temps pour vous parler de Becky Chambers quand je vais l'avoir terminé, cet tome-là. Puis après ça, je vais clore le vlog là parce qu'il est trop long sinon. Même si je vais devoir vous parler de ma dernière lecture du fameux Cold Winter Challenge dans le prochain vlog. Donc, il va rester une petite miette de Cold Winter Challenge dans le prochain. Alors, allez, à tout bientôt! Et bonsoir! Alors, me voici, pour clore le vlog en pyjama, mais bon, pourquoi pas. Parce que je viens tout juste de finir de lire The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, en fait, de me faire lire dans la version audio par Patricia Rodriguez. Et c'est un coup de foudre total. Je vais reprendre l'expression de Fluent Books, plein de monde, mais Fluent Books, entre autres, utilise ça. Pour elle, mettons, un coup de cœur, ça, c'est une excellente lecture, mais un coup de foudre, c'est vraiment... Alors, pour moi, ça a été un coup de foudre. Sans surprise, dans le sens où j'avais cette attente-là de la plume de Becky Chambers que j'avais appris à connaître dans sa série sur The Monk and the Robot. Mais plus ça allait, plus le roman avançait, plus je percevais vraiment ce qui, chez elle, chez sa plume, en fait, me charme. Puis, je me disais juste, tout ce qui me reste à voir, c'est est-ce que la fin va finalement m'emballer ou pas. Puis, en effet, écoutez, je ne sais pas comment décrire ça, mais oui, c'est de la science-fiction. Ça se passe dans l'espace. Je ne sais pas si c'est exactement la définition d'un space opéra. On y retrouve dans les caractéristiques de Becky Chambers, en fait, une plume qui est simple, mais surtout très bienveillante, mais pas bienveillante, pour moi, c'est positif. Donc, elle est bienveillante, peu importe le contexte. Donc, c'est pas qu'il va pas avoir des choses qui sont terribles, au contraire, c'est pas parce qu'il n'y aura pas des choses qui sont marquantes ou qui vont justement nous heurter, c'est juste que c'est une plume fondamentalement bienveillante, donc qui, je sais pas, c'est pas une plume qui juge. C'est une plume, on dirait, à l'esprit ouvert. Et ça transparaît, en fait, dans, évidemment, le choix de sa galerie de personnages, de ces contextes dans lesquels les personnages évoluent. Dans ce cas-ci, évidemment, une équipe qui est à bord d'un vaisseau, qui creuse des tunnels spatio-temporels, évidemment, dans un espace restreint. C'est un peu
j'imagine un espace un peu comme la station spatiale, mais qui bouge, mais c'est quand même aussi restreint comme espace, des personnalités différentes. Dans ce cas-ci, en plus de juste la différence de personnalité en général, il y a aussi différentes espèces, comme je vous disais, ou races qui ont fini par évoluer dans la galaxie, soit qui étaient déjà là, mais que l'humain n'avait pas nécessairement connaissance, ou des versions modifiées, entre guillemets, qui se sont adaptées différemment de l'humain lors de l'Exode. Donc, chaque espèce, on apprend à la découvrir parce que bien évidemment qu'il y a plusieurs espèces qui sont représentées dans l'équipe. Et puis, il y a toujours des événements qui, par la bande, nous permettent de mieux connaître, en fait, l'histoire d'un personnage, la culture de cette espèce-là. Et il y a aussi, évidemment, des arrêts dans les trajets, les contrats qu'ils ont de tunnels spatio-temporels qui vont faire en sorte qu'ils vont être confrontés aussi à d'autres choses, d'autres types d'espèces qu'ils n'avaient pas nécessairement rencontrées ou d'autres confrontés aussi. C'est vraiment un livre sur l'ouverture à l'autre. L'ouverture à l'autre, sans jugement, l'accueillir où il est, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire comme chemin pour ouvrir la communication. En même temps, ça fait aussi réfléchir, puis évidemment, c'est un petit peu ça l'idée, évidemment, que The Long Way to a Small Angry Planet, c'est ce qui, en fait, incarne peut-être 2/3 du livre, qui est l'espèce de mission qui va mener l'équipe dans un coin très reculé, en fait, de la galaxie, en fait, dans le core, donc le centre névralgique, enfin, vraiment loin, pour aller poser un point d'ancrage qui va permettre d'avoir un tunnel spatio-temporel en fait, auprès d'une espèce qui est particulièrement belliqueuse et qui visiblement, récemment, a fait une alliance avec l'espèce de grand parlement de la galaxie. Et personne ne comprend pourquoi ils se sont associés à eux, à part le fait qu'il y a des ressources, dans le fond, naturelles qui sont intéressantes dans leur coin. Et dans le fond, ça va être leur parcours jusque-là. C'est un parcours qui prend une année selon le calendrier galactique. Et il va y avoir plein de péripéties, plein de mésaventures. Ça va pas se passer comme prévu. Il va y avoir des surprises, des bonnes, des très tristes. On va voir les gens réagir à des violences, à des stress, mais aussi à la découverte de sentiments qui peut-être n'auraient pas nécessairement été possibles. On voit non seulement les différentes espèces d'un œil vraiment ouvert, mais aussi les différents types, par exemple, d'intelligence artificielle, on l'aperçoit autrement. Et c'est pas non plus un livre qui fait l'apologie de l'intelligence artificielle sans aucune réserve. Donc, c'est pour ça que je dis c'est bienveillant, c'est simple, c'est lucide, mais c'est pas pesant. C'est amusant par bout, des personnages qui sont trop rigolos. Rigolos, mais pas non plus, tu sais, qui ont quand même un fond, ils ont quelque chose, quand même une belle profondeur, mais quand même qui nous font super gros rire. Mais oui, il y a quand même aussi c'est toujours, quand on approche l'ouverture à une autre espèce, c'est toujours dans un but de s'ouvrir en général, mais par rapport à l'intelligence artificielle, on a quand même des réflexions sur est-ce qu'on peut vraiment le faire sans encadrement? Est-ce que finalement l'intelligence artificielle, c'est une vie ou pas? Est-ce que dans certaines espèces, il y a des espèces de tares ou des espèces de façons de se comporter qui se répètent, entre autres chez l'humain, qu'on n'est pas capable vraiment de s'arrêter de faire la guerre ou de faire des nononneries, disons. Est-ce que ça, c'est quelque chose dont on est capable de se sortir? Est-ce que finalement, la solution, c'est peut-être pas de s'isoler, mais plutôt de se mélanger? Évidemment, vous voyez venir, c'est sûr que c'est un peu ça qui est proposé, mais vous savez comment j'aime pas ça, me faire tenir la main pour me faire rentrer une leçon de morale dans la gorge. C'est absolument pas ça l'idée de Becky Chambers, absolument pas. C'est plutôt, elle nous invite vraiment plus comme à, je sais pas, marcher à ses côtés pendant qu'elle est en train de nous construire un petit récit comme ça, de spot. Puis elle nous laisse tirer les conclusions. Oui, des fois, il y a des moments qui sont un petit peu plus clairement expliqués, mais c'est plus comme une invitation à la réflexion. On a comme l'impression qu'on a le choix toujours comme lecteur de le prendre comme une réflexion ou de le prendre juste comme une partie de l'intrigue puis une péripétie. Donc, j'ai vraiment adoré ça. C'est une plume que je trouve habile.
que je trouve qui regorge d'originalité, qui ose vraiment comme secouer un peu les normes, même dans The Robot and the Monk, c'était quand même encore une rencontre entre l'intelligence artificielle et une forme humaine. On était toujours ça, c'est beaucoup plus philosophique dans The Robot and the Monk. Mais dans celui-là, je trouve que c'est vraiment une nouvelle façon d'approcher pour moi. Mais nouvelle, c'est pas nouveau, ça a été écrit, je pense, en 2015, le premier tome. Mais disons, c'est une nouvelle avenue, une nouvelle vision pour moi de la science-fiction. Puis souvent, c'est très apocalyptique, même quand ça se passe dans l'espace. Dans ce cas-ci, il y a des choses terribles qui se passent. C'est pas juste rose bonbon. Là, je veux dire, il y a des moments où j'avais la gorge serrée. C'était haletant, mais en même temps, tout le monde était comme en danger. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va se passer? J'étais vraiment prise par ça. Puis même par les gens qui n'étaient pas d'emblée super gentils, on apprenait vraiment à voir comme la personne dans son contexte, dans son espèce, dans sa culture, puis son tempérament aussi, que tout ça. Fait qu'on l'apprenait dans le fond, pas juste avec une manifestation ou un comportement ou un mini-rôle pas expliqué au cœur d'une intrigue. Donc, ça m'a vraiment beaucoup plu. Puis ça, je pense que j'ai vu qu'il y avait 6 tomes, je crois. Mais bon, c'est sûr que je vais continuer. Puis c'est sûr que je vais les continuer en livre audio. Juste voir, c'est publié quand? Oui, 2014 en grand format, 2015 en format couverture souple. La version de livre audio que j'ai écoutée, c'est chez Other Stoughton et c'est paru en 2018. Puis c'est vraiment la narratrice Patricia Rodriguez. Je ne sais pas si jamais vous la voyez quelque part. C'est incroyable ce qu'elle fait avec ça. Parce que dans le fond, elle joue ses personnages de façon distincte à 100%. Mais c'est jamais trop. C'est jamais boosté, entre guillemets, à l'émotion du narrateur. En même temps, c'est pas plat non plus. Donc, on dirait que tout ce que ça fait, c'est pas ajouter quelque chose qui est pas là, mais juste comme faire résonner qu'est-ce qui est déjà dans la plume de l'autrice. Puis pour ce genre d'expédition-là, ou ben, ça pourrait être un peu, pas nécessairement facile à narrer, mais vraiment, elle l'a absolument. Donc moi, c'est clair que je vais les écouter en livre audio pour les autres versions. J'ai aucune idée en français. S'il y a une version audio, peut-être que oui. Puis si elle existe, est-ce que c'est bien narré? Si jamais vous l'avez lu, vous me direz. Je suis super intéressée. Je pense que ça pourrait se traduire en français. Il y a beaucoup de terminologie qui est en lien avec l'univers écrit par Becky Chambers. Donc, j'ai aucune idée le travail de traduction, comment ça s'est passé. Ça n'a pas dû être évident. Est-ce qu'ils ont gardé certains termes? Parce que c'est même pas exactement de l'anglais non plus. C'est juste... C'est un nouvel univers, une nouvelle langue et tout ça. Écoutez, empêchez-vous pas de lire la version française. Moi, de ceux que j'ai entendu parler, dont chez Alex Bouquet-Prada, je pense qu'elle l'avait lu en français. Puis c'est quelqu'un qui a vraiment comme une bonne conscience aussi de bonne traduction, mauvaise traduction. Puis elle avait vraiment été emportée. Donc, je pense qu'on peut se fier sur ça pour vous recommander la version française si jamais vous n'avez pas la possibilité de le lire en langue originale. Alors voilà, superbe lecture, juste vraiment parfait. Alors, on va clore le blog ici puisque ça va encore être un très long blog. Et j'espère que ça vous a plu cette semaine avec mon gros roman au long cours, puis mes quelques petites lectures parsemées. C'est pas avec vous que je vais terminer le Cold Winter Challenge, ça veut dire que c'est avec vous, mais c'est pas là que je vais le terminer. Je vais le terminer dans le prochain vlog, je vous en parlerai. Mais voilà, moi j'ai passé du bon temps avec vous en tout cas. J'espère que ça vous a fait plaisir, que ça vous a fait du bien en ce mois de janvier un peu grisounet et pas super positif au niveau politique mondial et de mon côté politique des voisins. Donc, n'est-ce pas, une chance que les mots. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite des superbes lectures. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Puis on se dit à la prochaine.